Des maths à tous, bienvenue sur Révélez vos talents, 40 minutes de podcast au service de votre performance. Dans chaque épisode, nous allons rencontrer une personne au parcours inspirant. On va découvrir ensemble comment elle a réussi à affronter les difficultés de la vie, à se remettre en question, à garder son enthousiasme pour aller de l'avant et réussir ses objectifs. Parce que dans toutes ces histoires de performance, d'espoir et de persévérance, il y a plein de clés qui peuvent nous servir à tous. Et grâce à ça, vous aussi, vous pourrez devenir l'architecte de votre réussite. Ici Christelle Blandin, et je vous envoie aujourd'hui une bonne dose de motivation. Après plus de 15 ans à travailler dans des grands groupes, Sophie a décidé de prendre un virage professionnel. Elle dit au revoir au monde de la multinationale pour se plonger dans le monde de la start-up. Cette diplômée de Sciences Po aime les challenges, que ça soit dans sa vie pro, perso ou associative. Elle n'hésite pas à prendre des responsabilités et à relever des défis toujours plus importants. Et sans surprise, on y retrouve des ingrédients comme le travail, la confiance en soi, mais aussi la capacité à bien s'entourer. Allez go, c'est parti. Sophie, 37 ans, tu changes de job et tu as quitté un gros groupe pour aller travailler dans une start-up. Pourquoi tu as formulé ce choix-là ? Alors effectivement, j'ai travaillé plus de 15 ans dans des grands groupes, BNP Paribas et Allianz. J'ai adoré ces expériences. Je pense que les grands groupes sont un cadre aussi pour s'épanouir assez exceptionnel parce qu'on a aussi plein d'opportunités à saisir et des trajectoires de carrière possibles à l'intérieur de grands groupes. Mais moi, j'avais l'envie de me confronter à un autre univers professionnel et notamment une start-up en hyper-croissance où les challenges sont très très différents et j'aurais pas pu vivre exactement ces expériences-là dans un grand groupe. Une start-up en pleine accélération, ça veut dire comment on gère une levée de fonds, comment on construit une culture d'entreprise, comment on crée une équipe en partant de zéro. Alors, expérience que j'ai déjà partiellement faite dans un grand groupe, puisqu'il y a 5 ans, quand j'ai été nommée directrice de la transformation numérique, je partais d'une feuille blanche et je devais créer une équipe. Donc, on peut vivre quand même des aventures entrepreneuriales au sein d'un grand groupe. Mais là, c'est vrai que c'est très différent. J'avais envie de rejoindre une plus petite structure et de finalement me remettre en risque en me confrontant à un autre univers où les codes aussi de fonctionnement, de travail sont très différents. Et pour côtoyer et construire des partenariats depuis 5 ans avec des startups, j'avais aussi envie d'aller me frotter directement à cet univers que je côtoyais finalement sans en faire partie, quoi. Ton profil aujourd'hui sur le marché du travail, est-ce qu'il correspond vraiment à tes études ou tu as complètement bifurqué ? C'est vrai que Sciences Po, c'est un peu l'école pour les bons élèves qui ne savent pas trop quoi faire. Et je pense que ça me caractérisait plutôt pas mal, puisque j'ai toujours le profil un peu classique de tête de classe qui s'intéresse à tout. Et je pense que cette curiosité ne m'a jamais lâchée. Et donc j'ai toujours eu aussi du coup des difficultés à faire des choix. Sciences Po finalement te permet de ne pas faire ce choix et de le repousser jusqu'à finalement une confirmation quand même dans mon parcours et dans mon choix d'avoir fait Sciences Po, c'est le goût de la chose publique, finalement le goût de l'intérêt général. Je m'apprêtais plutôt à passer les concours de la fonction publique en fait, donc une trajectoire quand même très différente. Et puis je sais pas, au moment de bachoter à nouveau ces concours, à Bac+5, j'ai eu une forme de découragement en me disant non, j'ai envie d'aller me frotter au terrain et d'intégrer l'entreprise. Et donc, j'ai finalement pas passé les concours et j'ai intégré un grand groupe. Donc, c'est vrai que c'est une trajectoire pas classique, pas calculée, on va dire, mais finalement qui n'est pas si originale que ça, parce qu'encore une fois, dans mes camarades, j'allais dire, de Sciences Po, je peux constater des trajectoires extrêmement différentes et beaucoup ont fait des choix qui finalement n'étaient pas directement liés à leur master. Et d'ailleurs, je pense que ce sera le cas maintenant de la plupart de nos parcours professionnels et d'autant plus les générations qui arrivent, qui vont changer d'emploi plusieurs fois. On est rarement, ça existe encore, mais rarement toute sa carrière dans la même boîte. Et je ne crois pas du tout au déterminisme du diplôme en fait. D'ailleurs les anglo-saxons le vivent beaucoup mieux que nous parce que finalement nous on regarde encore, j'allais dire, on a 30 ans d'expérience, quand une personne est nommée à un nouveau poste, on continue de nommer l'école dont il est issu, ce qui n'a quand même aucun sens quand on travaille depuis 20 ou 30 ans, ou voire même moins. Les anglo-saxons là-dessus finalement valorisent plutôt le niveau d'études qui correspond à une forme d'éveil intellectuel ou de capacité d'analyse. Et c'est vrai que voilà, je crois plutôt dans cette vision-là du diplôme qui est Bac+5. C'est sûr que c'est des études longues qui permettent
voilà, quand même d'attester un certain niveau de réflexion, de prise de recul, capacité analytique, rédactionnelle, etc. Mais finalement qui peuvent être transposés dans plein de métiers différents. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai fait le choix, finalement, c'est pareil, ça n'a pas été calculé, tout ça, même si aujourd'hui, je m'épanouis pleinement dans une carrière, dans un métier numérique. Bon, habituellement, on voit plutôt des profils techniques qui ont plutôt fait des mathématiques avancées. Bon, j'en ai fait, mais j'ai arrêté en prépa, mais c'est loin. Ou qui codent, et donc plutôt des écoles d'ingénieurs. Je pense que c'est une erreur de penser que le numérique doit être aux mains que des techniciens. Et ça m'a posé beaucoup de questions sur mon parcours, sur mon diplôme. Finalement, je me rends compte que, on apprend tout au long de sa carrière. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. À partir du moment où on est curieux, on a envie, on apprend tout, à n'importe quel âge. Ça, j'en suis convaincue. Y compris en fin de carrière, parce qu'on pourra reparler de la carrière des seniors, mais ça, c'est quand même... voilà, la manière dont on caractérise les seniors m'interroge beaucoup, parce que je pense qu'on peut même se reconvertir quand on a 60 ans ou plus. Ensuite, effectivement, on va changer de métier plusieurs fois, et donc on aura des trajectoires de carrière beaucoup plus hachées. Et pourquoi pas reprendre? On voit aussi beaucoup de gens qui reprennent leurs études, même qui font des choix vraiment très, très différents. Et puis, voilà, cette capacité aussi à intégrer un secteur d'activité où je pense qu'il ne faut pas le cloisonner, encore une fois, des profils techniques. Et dans le numérique, on a aussi besoin de parcours qui viennent plutôt des lettres, des sciences sociales ou du droit et qui vont apporter un regard complémentaire à des profils techniques. Et d'ailleurs, j'ai toujours construit mes équipes dans la complémentarité. Je crois que c'est vraiment une grande richesse quand on arrive à venir assembler en fait, des compétences très différentes. Tu rentres dans ce grand groupe, comment tu affrontes cette difficulté peut-être du regard de l'autre qui t'attend pas là, et comment tu t'es fait ta place par rapport à cet endroit où on t'attendait pas? Clairement, c'est une très bonne question parce que je me suis posé quand même beaucoup cette question quand j'ai travaillé au début plutôt sur une mission de conseil interne à la stratégie de transformation digitale de l'entreprise, parce que j'ai toujours été intellectuellement intéressée par ces sujets d'innovation et de technologie. Sans être une geek moi-même, mais voilà, plutôt peut-être, encore une fois, de mon parcours à Sciences Po, une vision un peu plus holistique finalement du numérique, comment il impacte nos vies, quelles en sont les opportunités, etc. Donc j'ai plutôt un parcours en communication et marketing, et donc j'ai toujours été à l'affût quand même de ces nouvelles tendances, comment ça a impacté plutôt l'expérience client, comment ça a impacté l'expérience salariée aussi. Et donc, mon patron de l'époque m'a fait confiance en me disant « Écoute, on y réfléchit, nous, au sein du COMEX, on ne sait pas comment ça doit se traduire, finalement, dans notre entreprise, cette transformation digitale. Donc, on va se faire accompagner par des consultants et donc, on aimerait que tu les guides. » Parce que les consultants seuls n'aboutissent pas des choses concrètes. Donc, c'était effectivement mon rôle, pendant quelques mois, de guider cette mission. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant, et donc ça a abouti rapidement à des conclusions que c'était effectivement des nouveaux métiers, des nouveaux enjeux, et qu'il fallait créer une équipe dédiée. Donc je me suis posé beaucoup de questions parce que j'étais passionnée par cette mission, et en même temps, est-ce que ce rôle devait m'incomber à moi qui finalement, effectivement, n'avait pas un parcours technique, n'avait pas ce background d'ingénieur où je ne savais pas coder. On me parlait de data science, on me parlait de blockchain, on me parlait de différents impacts sur notre système d'information, enfin des sujets quand même un peu techniques. Est-ce que j'étais la bonne personne pour relever ce challenge? Alors, finalement, la réponse, je l'ai trouvée dans le temps, et je l'ai trouvée aussi en moi grâce à une autre expérience concomitante associative qui m'a en fait donné beaucoup confiance en moi aussi, et permis de prendre du recul sur ce que je pouvais apporter aux autres, comment je pouvais aussi proposer un projet, construire une équipe. Et je pense que ces deux alliages-là m'ont permis de relever le défi, et je pense plutôt avec efficacité, parce qu'en 5 ans, maintenant, quand je me retourne, je me rends compte que oui, l'entreprise a vraiment bougé, que j'y ai contribué, que j'ai construit une belle équipe, qu'on a fait sortir plein de choses très productives pour l'entreprise, que ce soit des nouveaux produits numériques, que ce soit des changements assez profonds aussi dans la manière de gérer certains projets digitaux. Donc la conviction que, encore une fois, dans le numérique, on n'a pas besoin que de profils techniques, je l'ai eu au travers de cette expérience. Et grâce à
mon expérience dans la vie associative, puisque j'ai finalement à peu près en même temps pris la présidence d'un réseau associatif national qui est la Jeune Chambre économique française. Autre aventure sur laquelle on se pose beaucoup de questions en prenant cette fonction sur ses propres capacités à mener de front à la fois une vie professionnelle, une vie associative, une vie familiale, mais également ses capacités en termes de leadership je pense que quand même pour prendre des postes de leader, il faut avoir confiance en soi, sinon c'est très compliqué. C'est compliqué. Alors moi, la question, c'est en plus du numérique, on va ramener la position de la femme dans le côté de l'entreprise, dans des prises de responsabilité, dans le mouvement associatif, mais aussi dans l'entreprise. Comment tu fais ta place avec tout ce que tu viens de nous confier ? Alors, j'ai la chance quand même d'avoir évolué dans 2 grands groupes pour lesquels la place de la femme n'est pas un problème. Je pense que c'est plus difficile dans certaines industries, majoritairement masculines. Dans la banque et dans l'assurance, honnêtement, enfin en tout cas moi ce que j'ai pu constater, c'était plutôt un souci sur l'égalité femmes-hommes. Bien sûr, il y a des choses à améliorer, probablement des sujets de rémunération, probablement, mais en tout cas, il y avait une vraie prise de conscience déjà quand j'y étais, y compris de rattrapage salarial. Et en tout cas, l'entité dans laquelle j'ai évolué, il y avait beaucoup de managers femmes, y compris au comité exécutif. Alors, il manque encore l'échelon du dessus, c'est-à-dire le poste de CEO, où là, pour le coup, qui est assez peu féminin, même si depuis, il y a une femme à la tête de l'entreprise. Donc, j'allais dire que pour moi, ça n'a pas été un frein dans ma carrière professionnelle. En tout cas, j'ai eu la chance de jamais me poser cette question. Je l'ai plutôt réalisé, que ça pouvait être une difficulté dans les carrières de mes amis, ou en tout cas de ce que je pouvais observer dans mes différents contacts. Donc à ce titre-là, je me suis pas questionnée sur ma légitimité d'être une femme. Par contre, évidemment, et ça, quels que soient les combats, entre guillemets, qu'on peut mener en termes d'égalité, il y a quand même une inégalité physique qui est d'avoir des enfants. Et avoir des enfants, ça nécessite de s'absenter plusieurs mois. De prendre du temps pour soi, parce que en fait c'est aussi une condition de performance pour la suite, d'éviter la culpabilité de cette absence, et de bien vivre en fait aussi sa grossesse et son absence. Donc moi j'ai eu 2 enfants et c'est vrai qu'à chaque fois j'ai eu la chance aussi d'être dans un groupe qui était à l'écoute de cette absence, que j'ai pu vraiment ne pas me limiter d'ailleurs qu'au congé légal qui est quand même très très court pour une femme. Et prendre aussi quelques semaines supplémentaires pour revenir en étant vraiment sûre que pour moi c'était le moment. J'ai adoré ces ruptures aussi dans ma vie professionnelle. J'ai adoré y retourner aussi au travail. Voilà, c'était une certitude. Je pense que c'était des moments un peu bénis d'être avec mes enfants sans pression, sans stress, mais néanmoins j'étais aussi ravie de retrouver le chemin du travail. Maintenant, j'ai conscience que pour beaucoup de femmes, c'est aussi une source de stress sur quel va être le poste au retour, est-ce qu'on m'a attendu, est-ce qu'on a pris ma place, voilà. Donc ça, heureusement, il y a quand même une prise de conscience là-dessus, et c'est vrai que pour moi, ça n'a pas joué. J'ai eu des managers aussi très respectueux de ces temps-là. Évidemment, je pense qu'on est aussi acteur de ces périodes-là, c'est-à-dire que c'est des périodes que j'ai préparées à chaque fois avant de partir. Qui m'ont été très bénéfiques aussi pour prendre du recul sur les projets à mener, sur les priorités. Donc finalement, je me dis voilà, que ces absences-là dans la vie d'une femme, elles sont aussi très bénéfiques et elles peuvent être très bénéfiques, y compris pour l'entreprise, parce que finalement, je pense qu'on revient aussi, certes, des fois sur des périodes un peu où il faut gérer la fatigue physique, mais aussi peut-être plus épanouie et en ayant... des certitudes ou des convictions peut-être renouvelées sur ses ambitions professionnelles. En tout cas, moi, ça a été mon cas, c'est-à-dire vraiment la joie d'être maman, c'est doublé d'une certitude que j'avais envie de poursuivre et de prolonger ma vie professionnelle et sur des postes à responsabilité. Et puis, évidemment, il y a toujours... Je pense que ça, c'est nécessaire, je m'en rends compte d'autant plus maintenant, même si je vous l'ai dit, j'étais dans un cadre favorable quand même professionnellement. Le congé mat était très encadré et réellement appliqué, ce qui n'est pas toujours le cas en dépit de la loi dans certains groupes. Je me rends compte que c'est quand même aussi important de partager sur ces expériences parce que, en fait, des fois, soi-même en tant que femme, on ne se rend pas compte de certaines limitations.
Des choses peut-être toutes bêtes, mais c'est vrai que j'en ai pris conscience avec le temps, de ne pas oser demander d'augmentation, d'être peut-être des fois un peu moins combatif ou se poser plus de questions sur une prise de poste. Enfin, je l'ai évoqué tout à l'heure, quand j'ai pris ce poste de Chief Digital Officer, directeur de la transformation numérique, je me suis posé des questions de mes compétences. J'en avais certaines qui étaient assez évidentes, sinon je pense que mon patron ne m'aurait pas confié cette responsabilité. Mais je me posais beaucoup de questions sur celles que je n'avais pas. Et ça, je me rends compte que c'est un biais souvent assez féminin de vouloir cocher toutes les cases quand on prend un poste. Puisqu'on ne peut pas forcément cocher toutes les cases, quand tu prends ce poste-là, est-ce que ta remise en question, tu la partages avec des gens autour de toi en dehors de l'entreprise ? Pas tellement. Je pense que j'ai la chance d'avoir un mari qui me soutient énormément et qui lui-même est assez féministe. Donc finalement, c'est souvent lui qui m'en a fait prendre conscience. Et ça, je crois que c'est vraiment une erreur de penser que la lutte pour le droit des femmes ne doit être faite que par les femmes. Heureusement que non. Heureusement que non, mais certains le croient encore malheureusement. Mais je crois qu'au contraire, des fois, les hommes nous permettent d'en prendre conscience et d'être beaucoup plus combatifs. D'aller plus loin aussi. D'aller plus loin. Après, évidemment, j'en parle avec des amis qui ont traversé aussi ces situations, notamment de devoir gérer une carrière professionnelle en même temps qu'une maternité et en même temps qu'une vie associative. J'avoue que des fois, ça, on me regarde un peu avec des grands yeux en me disant comment tu fais ? Comment fait-elle ? Mais à aucun moment tu t'es remise en question en disant non mais là j'y vais pas, je vais privilégier plutôt la vie avec les enfants et quand mes enfants seront un peu plus grands, je reviendrai dans une carrière pro. Non, j'ai voulu mener les choses de front. J'ai pas voulu sectionner, ou en tout cas prioriser les choses dans le temps. Par contre, ça demande de prioriser quand même son agenda. Ça, c'est une certitude. Mais j'ai pas voulu le décaler en me disant effectivement, je m'arrête de travailler pendant 3, 4, 5 ans. Je prends un congé parental ou même un temps partiel. Voilà, moi j'ai fait ce choix de garder un temps plein, de mener tous ces engagements de front. Moi, je suis assez persuadée aussi que les enfants, on construit une relation avec ses enfants à partir du moment où on est épanoui et bien dans ses baskets. Ils le sentent et ils acceptent aussi ce rythme-là, en fait. Donc voilà. Est-ce que justement le rythme de l'entreprise, l'associatif, les enfants, la vie avec les amis, est-ce que c'est un booster ? Et du coup, ça fait aller de l'avant, ça donne encore plus d'énergie et ça donne de l'enthousiasme, ce qui motive en tout cas dans ce qu'on voit de toi qui apparaît. Ou à des moments, c'est plutôt de dire j'en fais un peu trop, je m'épuise physiquement, je fais pas attention à mon énergie, à moi. Alors, je vais faire un peu une réponse, mais c'est un peu les deux. C'est-à-dire que, et ça je crois que c'est vraiment quand on arrive à bien se connaître soi-même aussi, même si c'est une quête de toute une vie, mais moi j'ai compris dans mon moteur personnel que plus j'en faisais, plus j'étais capable d'en faire. Donc, et c'est ce qui me génère le plus d'enthousiasme en fait. Alors on pourra penser, et je pense que certains dans mon entourage me voient un peu comme une boulimique de travail et d'activité. On peut éventuellement voir ça comme une suractivité. La frontière est pas loin, donc j'en suis consciente. Et je pense que des fois, il faut effectivement savoir dire non. Ça a été aussi un apprentissage de cette suractivité. Ce qui, pour moi, est un vrai travail. Parce que, étant curieuse et ayant des envies de plein de choses, effectivement, des fois, il faut savoir se dire non. Ça, tant pis, tu ne le fais pas. Mais il faut accepter de dire non. Mais voilà, moi finalement dans mon moteur personnel, je me suis rendu compte que j'avais besoin de ces différentes sources d'énergie et qu'elles passaient par ma famille, mon travail et d'autres sources extra-professionnelles, associatives notamment. Et puis après, ces trois leviers vont un peu varier, évidemment, avec des enfants en bas âge, la sphère familiale, enfin ça c'est un temps incompressible. Maintenant, ce temps-là, si je l'augmente, je m'épanouis pas non plus parce que j'aime être active aussi d'un point de vue peut-être plus cérébral sur d'autres sujets. Maintenant, si la vie professionnelle prend le pas sur l'ensemble des trois, c'est pareil, je ne serai pas épanouie parce que je culpabiliserai, je serai malheureuse de ne pas voir ma famille suffisamment. Donc voilà, c'est arriver à trouver cet équilibre. Et puis selon les temps de la vie, on n'y met pas aussi le même dosage.
quand j'ai pris la présidence de la Jeune Chambre économique française, à l'époque j'avais juste ma fille. Je pense que c'était plus gérable là, avec 2 enfants. Je pense que je ne peux pas mettre aujourd'hui le même temps dans l'associatif, mais c'est pas grave. Je pense que je réaccélérerai probablement sur cette partie-là plus tard, quand j'aurai de nouveau un peu plus de temps, que mes enfants seront plus grands, plus autonomes. Mais j'ai besoin de maintenir les 3, voilà, avec probablement des niveaux d'investissement un peu différents selon l'âge ou les cycles de vie. Par contre, effectivement, il faut en être conscient que maintenir les 3 à plein régime, c'est souvent un risque de surchauffe. Et du coup, là, tu vas démarrer une surchauffe puisque tu démarres vers une start-up. Donc, tout est à créer, tout est à faire. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, on peut, si on ramène ça un petit peu à cette nouveauté, une nouvelle épreuve sportive, comment tu t'es dit ah non, mais là, je vais me mettre en difficulté, je vais me mettre dans le rouge tout de suite et ça va pas être possible pour moi, j'ai fait une erreur, j'aurais jamais dû quitter mon confort de poste d'avant? Alors ça, je suis sûre que ça n'arrivera pas. Alors le risque de surchauffe, si, ça c'est tout à fait possible, mais je regrette pas mon choix. En fait, j'adore créer, j'adore initier des nouveaux projets. Et ces leviers-là de motivation sont là pour affronter cette nouvelle épreuve et ont été aussi la raison de mon choix de quitter un grand groupe. Non pas que je m'ennuyais, franchement, j'adorais vraiment mon poste, j'adorais l'environnement de travail, j'adorais les collègues avec qui j'ai évolué pendant plus de 15 ans. Mais j'avais envie de me remettre en risque, quoi. Et je pense que te remettre en question, en fait. Me remettre en question. Je pense que comme finalement un peu un sportif de haut niveau, il a fait une compète, il l'a réussi. Bon bah l'enjeu c'est de réussir la seconde en fait. Hein, et donc voilà, finalement je me suis replacée un peu dans quel va être le nouveau challenge à relever. Alors on pourra en reparler dans quelques mois, hein, puisque j'attaque ce nouveau challenge dans quelques jours, mais je l'attaque assez sereinement. Oui, je sais qu'il va falloir remettre beaucoup d'énergie, mais j'y suis prête. Je pense qu'effectivement, un changement de poste, on peut finalement faire un peu cette analogie avec la préparation d'une compétition, parce que je repars un peu comme un challenge d'il y a 5 ans où il faut recréer une équipe en partant de zéro, il faut réanalyser beaucoup de choses, il faut y mettre beaucoup de soi en fait, hein, quand on crée une équipe. Et je pense que d'ailleurs quand on est manager en général, on donne beaucoup de soi en fait pour maintenir les gens motivés, performants. C'est beaucoup d'énergie à donner, mais ça me réjouit en fait d'affronter cette nouvelle aventure. Est-ce que dans ton discours, on n'entend aucune peur? Donc les gens vont se dire, elle n'a pas de peur. Sophie, est-ce qu'à un moment de ta carrière, à un moment de ta vie, je me dis, on a tous des up and down, quel serait celui que tu pourrais nous partager sur lequel, du coup, tu as eu le plus de puissance à mettre pour rebondir et utiliser la résilience? Alors, je citerai peut-être 2 exemples de difficultés qui ont été difficiles, effectivement. Alors, il y a quand même, on évoquait un peu la suractivité, c'est quand même la fatigue physique, hein, quand on a plusieurs missions, et notamment quand j'avais la présidence d'un réseau associatif. C'est un 2e job à côté de son job qui est déjà très, très conséquent. J'ai eu des gros moments de découragement, hein. Je pense que d'ailleurs toutes les personnes qui occupent ces fonctions-là les ont. Je pense qu'à ces moments-là, il faut effectivement être bien entouré d'un petit socle amical, familial. La famille fait pas tout, je pense qu'ils comprennent pas tout et c'est pas toujours utile, à mon sens, hein, je pense qu'on peut pas forcément tout partager avec son conjoint ou avec ses enfants, encore moins. Donc c'est important d'avoir aussi des amis ressources qui vont en fait avoir les bons mots, vous permettre de prendre du recul et dans ces moments-là de retrouver de l'énergie autrement. J'ai appris finalement à retrouver de l'énergie dans des temps plus courts, moi qui en plus, alors j'admire toujours les témoignages effectivement d'entrepreneurs ou d'hommes politiques qui dorment 4 heures par nuit et qui sont frais comme les gardons le matin et qui partent en déplacement partout dans le monde. Moi je peux pas faire ça en fait, donc j'ai effectivement à gérer cette difficulté physique entre guillemets où moi j'ai besoin d'avoir une vraie nuit de sommeil. Et si je l'ai pas, j'ai pas la même performance le lendemain, ou je finis par tomber malade. Donc ça demande de gérer son temps. Et des fois, c'est vrai que c'était pas facile. Hein, et quand on dort pas beaucoup, le lendemain, moi, j'y arrivais pas, quoi. Donc dans ces moments-là, on boit un peu du noir et on se demande vraiment où trouver le temps.
Bon, finalement, ces difficultés nous permettent aussi de rechallenger l'agenda et de se redire, s'il n'y a pas le temps, qu'est-ce que j'enlève en fait, hein, parce que moi, je rêverais d'avoir des journées de 50 heures, mais voilà, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas possible. Malheureusement, je n'ai jamais assez de temps pour faire tout ce que j'aime. Donc, ça veut dire accepter de renoncer. Accepter de renoncer, apprendre à renoncer. Si tu rencontres un manager demain ou quelqu'un qui démarre dans son rôle de manager, quels seraient les tips, les clés que tu pourrais lui transmettre? Parce que tu parlais de donner beaucoup de soi, mais pour pouvoir donner beaucoup de soi, il faut se connaître. Il faut connaître ses limites, il faut accepter ce qu'on entend de positif comme ce qu'on entend de négatif. Donc tout à l'heure, tu parlais de tes amis du cercle rapproché. Effectivement, c'est le cercle sur lequel on peut tout entendre, c'est nos proches. Si tu avais quelques conseils à donner à cette personne, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, au sein de l'entreprise, moi je poussais, ça s'est pas fait, etc., mais pour mettre en place un peu des cercles de managers, parce que je pense qu'en fait souvent on est confronté aux mêmes difficultés, et c'est vrai que ça peut être quand même très utile d'échanger avec d'autres managers qui sont confrontés aux mêmes difficultés. Alors quand je dis difficultés dans le management, ça peut être ces coups de mou, là, ces coups de fatigue. Moi qui étais liée à un contexte assez particulier, qui n'était pas que lié au management professionnel, mais j'ai pu échanger avec des personnes de ma vie associative aussi, qui avaient fait du management associatif, on va dire, à haut niveau, et qui étaient aussi en capacité de me conseiller ou de me dire, ça là-dessus lâche, ça tant pis, tu feras pas tout. Ça c'est pas grave, c'est quoi la priorité, rappelle-toi ta vision, rappelle-toi de finalement la raison d'être de ton équipe, et puis il y a des trucs, tant pis, ça sera pas comme tu l'as imaginé. Donc arriver à lâcher prise. Donc d'échanger avec d'autres personnes qui sont passées par ces phases-là, ça me paraît assez essentiel, toujours tirer l'expérience des autres. Je dirais qu'après, dans le management, j'ai évoqué deux choses. Il y avait le risque de fatigue aussi, mais moi j'ai été confrontée aussi, et d'ailleurs dans le management associatif comme professionnel, de faire face à des collaborateurs à manager avec qui ça se passe mal. Ça m'a été très douloureux en fait à chaque fois, parce que alors aussi pour des raisons probablement moi-même de personnalité où je vis mal ce type de situation, mais aussi parce que c'est des moments de forte pression en fait, hein, quand vous avez des personnes en face de vous qui vous défient, qui sont pas contents, qui sont eux-mêmes malheureux, etc. C'est compliqué en fait du coup d'avoir de l'énergie pour 15 personnes quoi, et de l'enthousiasme pour 15 personnes quand certains en face de vous pour d'autres raisons que vous ne pouvez pas forcément solutionner par vous-même sont en difficulté quoi. Et là tu aurais pu démissionner avec ça? Ouais, alors je suis un peu persévérante. Donc c'est vrai que j'ai jamais mis ça sur la table comme un motif de démission. Mais ça m'a mis bien... Ouais, ça m'avait abîmée sur le moment, ouais. J'étais vraiment épuisée. Et du coup, tu as trouvé des ressources vers qui? Tu t'es fait accompagner? Alors, dans ces moments-là, les ressources que j'ai pu trouver, elles ont été, encore une fois, dans l'entourage. L'entourage bienveillant de ma manager de l'époque, qui comprenait la situation et qui m'a soutenue. Et là, je me suis sentie vraiment... j'ai repris de l'énergie grâce à ça. Le soutien aussi, là, dans ma vie associative, de personnes de mon équipe qui comprenaient la situation et qui ont fait front. Et puis mon conjoint, évidemment, aussi, qui a toujours été assez compréhensif. Maintenant, je crois que des fois, c'est aussi utile de se faire accompagner autrement. Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance, tant dans ma vie associative que professionnelle, de aussi être coachée ou de suivre des formations en développement personnel. Je trouve que c'est d'excellents outils, notamment à certains moments de vie. Et je pense notamment à une situation professionnelle où du coup, ça s'est très mal passé avec une personne de l'équipe. Qui se mettait vraiment en rivalité en fait, de ce que je comprenais, aurait aimé mon poste. Donc ça, c'est des situations un peu compliquées à gérer. Et il se trouve qu'à l'époque, effectivement, dans le parcours de talent management de l'entreprise, j'ai eu accès à une session de coaching. Ça m'a permis d'énormément prendre de recul et de comprendre, de trouver les bons mots, de préparer, voir l'entretien avec la personne,
pour pas y aller de manière trop émotive en fait. Ou trop frontale, voilà. Et d'arriver à analyser aussi pourquoi la personne en face de moi avait cette attitude, cette réaction. Accepter que j'allais pas être le sauveur non plus. Le fameux triangle. Voilà. Alors, pour en savoir plus sur le triangle dramatique ou le triangle de Karpman, il est à la base des jeux psychologiques de manipulation de la communication. C'est une figure d'analyse transactionnelle proposée par Stefan Karpman en 1968, qui met en évidence un scénario relationnel typique entre la victime, le persécuteur et le sauveur. Le triangle dramatique est à la base des jeux psychologiques qui jouent entre deux personnages capables de jouer alternativement les trois rôles. Et c'est quand même des outils voilà, qui sont très, très puissants parce que souvent on est un peu submergé par les émotions dans ce type de moment et que ça permet de prendre du recul et certes de poser certains concepts comme tu viens de le faire, mais du coup de se dire finalement s'il y a des concepts, c'est que je ne suis pas la seule à être exposée à ce type de situation d'une part, et ensuite si des gens y ont pensé avant moi, ça veut dire qu'il y a probablement des sorties possibles et des solutions possibles à actionner, donc ça donne des bons outils, ouais. Ça permet aussi peut-être de se libérer, de dire des choses qu'on n'oserait pas, ou en tout cas qu'on ne mettrait pas dans le domaine familial ou amical parce que c'est clairement. Hors du contexte. Oui, clairement. Oui, c'est sûr. De voir quelqu'un complètement extérieur à la situation aide aussi beaucoup parce que le rôle de manager finalement a toujours une forme de solitude. Et c'est en ça que finalement être manager, être leader, parce que pour moi les deux sont très associés, c'est accepter cette forme de solitude, et pour l'accepter ça veut dire qu'il faut avoir quand même fait ce travail un peu préalable sur soi pour savoir être sûr de ses forces en fait. J'avais fait pareil, j'ai eu la chance de suivre un moment dans un programme de formation interne une étude pour arriver à bien comprendre ses forces et non pas identifier ses faiblesses ou ses axes d'amélioration, mais bien être conscient de ses forces. J'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, mais en fait, ça, c'est un truc qui va me suivre tout le temps, parce que ça, c'est quelque chose qui est en vous et qui est sur lesquels, justement, quand on est dans des zones de difficulté, on sait qu'on peut se replier sur ses forces et il faut avoir confiance en ses forces. Et on n'a pas tous les mêmes forces. Voilà, donc, Ça revient un peu à ce que tu disais tout au début de l'interview sur le système anglo-saxon, où effectivement on n'a pas les mêmes visions par rapport à la chance qu'on peut donner et la chance sur laquelle on peut se prendre. Se féliciter de toutes ces petites réussites du jour, c'est pas ce qu'on côtoie beaucoup dans le système français. On est plus réservé dans le système français. Et puis il y a aussi des forces que des fois on imagine ne pas en être. Moi par exemple, j'ai pris conscience que j'étais quelqu'un de très empathique. Et je voyais ça finalement un peu comme une faiblesse, en me disant je me laisse vite, je ressens beaucoup les émotions, et donc forcément dans la vie professionnelle des fois on voit notamment quand on prend des postes à responsabilité, il faut t'endurcir. Bon, en fait, j'ai compris aussi qu'on peut s'endurcir, au sens avoir la carapace un peu plus épaisse pour faire face à des situations, prendre du recul, etc. Mais ne pas perdre en fait cette empathie qui, je l'ai compris avec le temps, finalement est une force. C'est une force aussi pour manager, pour comprendre les difficultés des uns des autres. Et voilà, mais je le percevais pas comme ça avant. Partie de toi. Absolument. Et donc ça, ça fait partie de moi. Et donc de toute façon, c'est aussi l'accepter et du coup la transformer en force. Donc aller de l'avant avec cette force-là. Sophie, si je te donnais une baguette magique, qu'est-ce que tu en ferais ? Oula, je vais de nouveau être confrontée à mon gros dilemme de choix, vu que j'ai beaucoup de choses qui me plaisent. Une baguette magique pour changer des choses sur soi ou sur la société ou Elle t'appartient. Ah là là, ça c'est un choix cornélien. Du coup là, la question m'est posée sans que j'ai pu y réfléchir. Mais je crois que finalement, ma principale source de fierté serait de pouvoir mener un projet qui soit utile, qui ait de l'impact. Quand je dis avoir de l'impact, pour moi, un entrepreneur à succès a de l'impact. Quand ils ont créé 100, 200, 2000 emplois, ça a un impact extrêmement positif. Donc ça peut être ce type d'impact, mais ça peut aussi être un impact plus sociétal, plus associatif, comme on l'entend. Tu veux laisser ton nom dans l'histoire ?
Alors non, c'est pas, je cherche pas cette reconnaissance-là. Finalement, la reconnaissance qui m'importe le plus, c'est plutôt celle de mon entourage proche. On remercie chaleureusement Sophie de nous livrer la recette de sa réussite. Et on lui souhaite plein de belles choses pour tous les projets qui l'attendent. Cet épisode vous a plu ? Eh bien, bonne nouvelle. On se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. En attendant, si vous souhaitez continuer à être l'architecte de votre réussite, rejoignez la communauté K Mental et Performance sur Instagram, Facebook ou www.mentalesperformances.bzh. N'hésitez pas à nous partager votre expérience et vos retours. Merci, Kenavo.